On est de retour, puis je voulais vous remercier parce qu'on me dit là, qu'il y a plein de questions qui entrent. On ne peut pas évidemment toutes les poser, mais sachez qu'on les garde et on les partage aussi avec nos conférenciers parce que bien, ça permet de continuer la réflexion. Et justement, dans cette réflexion-là, on en a parlé ce matin, il y a des gens qui avaient soulevé le point de l'importance d'avoir un regard extérieur, entre autres pour valider le déficit et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y en est quand on a besoin d'avoir des regards, d'avoir des chiffres? Et qui peut nous donner ça? Bien évidemment, il y a le vérificateur général qui est là pour ça. Mais à Ottawa, on s'est doté aussi d'un directeur parlementaire du budget. Et on a avec nous le privilège d'avoir Jean-Denis Fréchette, qui est économiste, qui a une longue carrière au Parlement à Ottawa, qui a passé à travers les différents postes qu'on peut avoir. Et depuis septembre 2013, il a été nommé directeur parlementaire du budget, une fonction qu'il a occupée jusqu'en 2018. Et il a, il faut le dire, pendant son quinquennat, piloté une transition qui a fait en sorte que le directeur parlementaire du budget ne relevait plus d'un poste un peu nébuleux, mais était vraiment une personne désignée au Parlement. Donc, il est allé chercher une certaine neutralité pour le poste, ce qui a permis, je pense, de donner les coups des franches et d'être vraiment reconnu comme quelqu'un de non partisan, indépendant par ses opérations et son financement. Mais ce que vous ne savez pas de M. Fréchette, c'est qu'il est aussi apiculteur et qui s'inspire des abeilles pour parler de gouvernance parce qu'il trouve qu'ils sont pas mal inspirantes. Je trouve ça vraiment intéressant, Jean-Denis Fréchette. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Donc, on ne parlera pas des abeilles, mais on va parler de l'organisation quand même et ça dit quelque chose. Au Québec, ça fait un moment qu'on parle de la création d'un poste de directeur du budget. Il faut dire que dans la réforme parlementaire qui a été déposée tout récemment, c'est dedans. On a donc la création de ce poste-là. Mais il y a eu des projets de loi par différents partis politiques et différentes personnes dans ces partis politiques-là. On pense à Christian Dubé en 2012, on pense à François Bonnardel en 2015, Nicolas Marceau encore là en 2015 et Vincent Marissal en 2019. Alors, on se dit, il serait peut-être temps. Et la première question qu'on a envie de vous poser, Jean-Denis Fréchette, c'est est-ce que dans une période de crise comme on est en train de vivre, c'est le bon moment pour créer un poste comme celui-là qui va nous donner un regard extérieur, un regard juste sur la situation dans laquelle se trouve le Québec? Une réponse facile, ce serait de dire c'est toujours le bon moment d'avoir un DPP. J'aime ça. Mais l'élément de crise est intéressant parce que pourquoi c'est un bon moment? C'est vous savez que lorsqu'on envoie des hommes et des femmes, des députés dans nos parlements, on leur donne en même temps notre NIP des impôts qu'on a payés, puis on leur dit je vous donne le NIP, dépensez le plus possible ou le moins possible, dépendant des situations. Quelle image, hein? Oui. Et donc, vous avez parlé de crise. Ce qui est intéressant, ma réponse va être un peu plus compliquée que juste dire c'est le bon moment. Le bon moment, ça devient le moment approprié, choisi justement par des politiciens. Et l'exemple, une des plus vieilles institutions au monde, c'est les Pays-Bas. Oui. En 1945, après la guerre, évidemment, ils ont senti le besoin, les parlementaires ont senti le besoin d'avoir un organisme neutre, non partisan, qui les aiderait au redressement. Le CBO américain, un peu la même chose. Après les événements, le président Nixon avait refusé de donner les documents budgétaires au Congrès. Alors, évidemment, ils ont créé le CBO. Vous nous dites que finalement, c'est un peu dans des moments de crise. L'après-guerre, il y avait une crise financière importante. Absolument. Les lendemains de Nixon aussi. Donc, c'est dans des moments de crise que ça a été créé. Ou bien de crise, pandémie, guerre, etc., ou politique, comme ça a été le cas au Canada. Les pays de l'Ouest, de l'Europe de l'Ouest également, ça a été après la crise de la crise financière de 2008. Dès 2010, il y a eu une loi organique qui a forcé tous les pays de l'Europe de l'Ouest de se doter d'institutions financières indépendantes. Et le Canada, après, évidemment, la commission Gomery et des surplus budgétaires surprises entre les années 95 et 2015. C'est là que les parlementaires ont dit, bien là, on a besoin d'aide, on a besoin de quelqu'un qui va nous accompagner, et d'où la création comme telle. Est-ce que c'est le bon moment pour le Québec? Est-ce que la crise de la pandémie? Bien, je donnerai l'analogie, si on n'avait pas eu le DPP à Ottawa
Ottawa au cours des derniers mois. Le gouvernement a été extrêmement opaque sur la direction des finances publiques et je pense que c'est un révélateur de l'importance et de la priorité qui a été donnée au PBO, au DPB, pardon, du Canada, de donner justement cette direction aux politiciens qui étaient eux également confinés. Parce qu'il faut le dire, un vérificateur général, ça va voir après le directeur du budget et pendant, avant et pendant qu'une dépense est faite. Donc, ça nous permet d'être beaucoup plus sur le moment puis de comprendre beaucoup plus ce qui est en train de se passer. Donc, votre image est importante parce qu'effectivement, on n'a pas eu, à part... comment ça s'appelait, le snapshot? J'essaie de trouver la prise éclair. Cliché. C'est ça, de M. Morneau. On n'a pas eu beaucoup de chiffres venant d'Ottawa. Si c'était à faire, justement, au Québec, quels seraient les facteurs de réussite? Parce qu'il y a des facteurs de réussite, je pense, qui commencent à poindre là, dans les pays de l'OCDE, par exemple. Ouais, le grand facteur, c'est une loi claire. C'est-à-dire qu'il faut avoir une loi, une législation qui est claire et qui établit l'indépendance d'un DPB ou d'une institution financière indépendante. Et je recommande toujours de dire... Parce que la différence entre les deux, c'est évidemment, un DPB travaille pour les parlementaires. C'est ça, puis ça, c'est important de le dire, hein, pas pour le gouvernement. Non, effectivement. Alors, ce qui est important, c'est cette indépendance-là. Et l'OCDE a des critères d'indépendance, autant en termes de leadership, c'est-à-dire la capacité de gérer un bureau, mais également le leadership d'être une nomination émérite et non pas politique, et de pas de se faire congédier à tout bout de champ comme on peut le penser. Alors, le leadership, c'est cette question-là. Une prévisibilité, là. Ça veut dire qu'il y a un mandat clair qui dure une durée claire. Without cause, comme disent les Anglais. Alors, sans cause, à moins de situations très, très majeures. Évidemment, l'indépendance financière qui est importante également, dans une ligne budgétaire qui donne évidemment le pouvoir. Une indépendance opérationnelle, de pouvoir décider des documents et des analyses qu'un DPB veut faire. D'ailleurs, dans la réforme 2017, la loi a été changée parce qu'au départ, le premier projet de loi sur la réforme, on disait qu'il y avait une décision qui devait venir des deux présidents, celui du Sénat et de la Chambre des communes. Ça a été amendé, ce qui est très, très rare. Et finalement, évidemment, l'accès aux données. Je dirais que l'OCDE donne 25 points à chacun de ces 4 critères-là. L'accès aux données, c'est le nerf de la guerre. Vous donneriez peut-être 35 un petit bonus? Un petit bonus. Est-ce que vous avez eu de la difficulté dans votre mandat, parfois, à aller chercher de l'information? Mon prédécesseur en a eu beaucoup. Comme vous le savez, il est allé en cour, même en 2012. J'ai hérité en 2013 de la décision de la Cour qui ne réglait rien. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un détour, c'est-à-dire j'ai été chercher un recours parlementaire. Je suis allé voir les deux présidents et j'ai dit, ça me prend un recours parlementaire. Ils m'ont fourni ce recours-là de façon sur une lettre en disant, on sera toujours là pour t'appuyer. Et en 2017, ce recours-là qui avait été de facto transmis dans la loi, c'est devenu maintenant est encadré par la loi sur le Parlement et un comité, le comité des finances de la Chambre des communes, est la partie qui peut justement appliquer ce recours parlementaire. Ceci étant dit, il n'y en aura pas de facile. Négocier avec les ministères fédéraux, c'est toujours une partie de plaisir, mais c'est également pas facile. C'est ça, j'imagine. Vous avez dit, donc, dans les critères de succès qu'il y avait un mandat clair. C'est quoi un bon mandat pour, si on avait à en écrire un là, pour un directeur parlementaire du budget à Québec? Ouais, je dirais qu'un bon mandat, c'est les 4 critères pour l'indépendance, mais également déterminer de qui on relève. Et ça, c'est toujours problématique. Ça a été problématique à Ottawa. Au départ, c'était un sous-ministre, l'équivalent d'un sous-ministre qui relevait d'un sous-ministre à l'intérieur d'une organisation qui était indépendante, qui s'appelait la Bibliothèque du Parlement. Oui. Et donc, c'est un peu particulier. Ça a été changé. Mais ça, c'est très important de déterminer de qui relève le DPB, un nouveau DPB, parce qu'on en a des situations, par exemple, en Europe, on a des institutions financières indépendantes, des IFI ou IBI, là, dépendant des pays, qui relèvent directement ou indirectement de l'exécutif. Alors, c'est un peu problématique comme tel. On ne veut pas ça. Alors ça, ce qu'on veut dans une nouvelle loi, s'il y avait éventuellement une loi pour un DPB au Québec ou n'importe où, c'est d'avoir cette clarité du rapport de force entre le titulaire, la titulaire et la personne de qui il relève.
Ça veut dire qu'on souhaite que ça soit l'équivalent du vérificateur général ou du commissaire au lobby, qui sont des personnes désignées, nommées par les parlementaires dans leur ensemble, avec une certaine règle d'un certain pourcentage de gens qui doivent l'entériner. Ça peut être une façon de donner les coups des franges, par exemple, à un directeur du budget. Nommé par le gouverneur en conseil, avec l'accord, justement, des autres partis politiques. Puis on a parlé, parce qu'on dit c'est un outil que les parlementaires se donnent, c'est ce que vous avez dit. On peut imaginer que le nombre de demandes doit être assez important. Parce qu'évidemment, pour avoir été dans l'opposition peu de temps, mais quand même assez de temps pour savoir que trouver des bonnes données, c'est toujours intéressant pour poser des bonnes questions et lever des lapins. Comment on fait pour gérer justement les différentes demandes des parlementaires qui arrivent? Parce que là, vous avez votre mandat, vous êtes au service des parlementaires, mais quand il y a des demandes qui arrivent tout azimut, comment on priorise, comment on fait ça, de choisir un dossier plutôt qu'un autre? On négocie. Mais la loi, mais c'est un autre point que vous soulevez un bon point. La loi à Ottawa, au Canada, est très claire là-dessus. C'est-à-dire, tous les parlementaires, tous les comités parlementaires peuvent faire des demandes sur une analyse de coûts, mais ils ne peuvent pas faire nécessairement une demande sur des analyses économiques, financières, etc. Parce qu'il y a des limites. Là. C'est réservé à 4 comités parlementaires qui peuvent le faire. Alors, déjà, il y a des balises établies à l'intérieur même de la loi. Deuxième critère, qui est un critère plus interne de gestion et de leadership, justement, c'est sûr qu'on ne regardera pas construction d'un pont qui coûte 10 millions de dollars dans le fin fond de Mont-Laurier ou quelque chose du genre, et comparativement à des F-35 qui vont coûter 20 milliards de dollars. Alors, dépendant de l'enveloppe budgétaire du ministère qui va être affecté, c'est un des critères qu'on peut utiliser comme tel. Mais ça demeure également un autre. On a fait des analyses qui n'étaient peut-être pas aussi de montant aussi élevé, mais parce que c'était extrêmement pertinent pour le débat parlementaire. N'oublions pas qu'on relève des parlementaires. Si des parlementaires trouvent que c'est extrêmement pertinent et que ça va aider justement à eux de fournir de l'input à une politique de finances publiques, bien, ça devient un critère important. Puis je comprends donc, vous nous dites que c'est les comités, c'est plutôt certains comités qui peuvent aussi avoir préséance quand ils font la demande. Dans un gouvernement minoritaire, ça peut être un outil drôlement efficace parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas le parti au pouvoir qui a la majorité sur les comités. Ça veut dire que là, il y a plus de demandes qui pourraient éventuellement arriver de ces 4 comités-là. Tout à fait. Si j'avais à vous demander... pas vos bons coups, là, parce qu'ils ont fait couler plus d'encre, mais les dossiers que vous avez évalués qui vous rendent le plus fier par leur pertinence? Question, c'est une balle courbe que vous m'envoyez là, à la hauteur du genou, je pense. Je dirais, évidemment, celles qui viennent justement des parlementaires directement, qui originent d'une demande d'un parlementaire, des comités parlementaires, c'est toujours... Habituellement, c'est 1,1 sur 4 sur une année moyenne. Okay. La moyenne qu'on a au bâton, c'est 1 sur 4 vient des parlementaires. Les autres sont, évidemment, font partie de la collection des projets, des analyses qui sont décidées à l'interne. Donc, la pertinence, évidemment, ces projets-là. Les deuxièmes, je dirais, tout ce qui est relatif au crédit budgétaire, là, au budget principal des dépenses, au budget fédéral également, parce que... Puis là, je me fie aux chiffres qu'on a dans le Answer, dans le débat, dans le journal de débat de la Chambre des communes et du Sénat. C'est-à-dire qu'on sait, là, il y a à peu près 400 fois par année que c'est mentionné le nom du DPB par rapport à... J'en doute pas. Alors, c'est un indicateur. C'est pas parfait, là. Je veux dire, comme économiste, je suis très, très conscient que c'est pas un indicateur parfait, mais au moins, ça nous dit qu'effectivement, les crédits budgétaires, tout ce qui est budget, etc., c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Viabilité financière, ce que vous appelez la soutenabilité financière ici, c'est un autre sujet qui prend en considération là, justement la projection dans le temps de l'évolution des finances publiques, mais dans le cadre, en prenant un facteur qui est la démographie. Ça va devenir, je pense, un best-seller dans les prochaines années parce qu'on sait ce qui se passe. Donc, ces projets-là sont certainement là, les plus pertinents et ceux qui relèvent certainement le débat parlementaire. Puis, parce que là, il faut faire la distinction, j'imagine, mais
il y a un moment donné, vous perdez un peu le contrôle des chiffres que vous mettez sur la place publique. Parce que là, il y a des tiers, il y a des parlementaires, qui s'en emparent, des parlementaires de l'opposition, souvent, pour mettre le gouvernement plus souvent qu'autrement dans l'embarras. Mais il y a aussi des groupes tiers, donc des groupes socio-économiques qui vont partir avec ça pour être capables de venir faire les pressions qu'ils veulent. Est-ce que parfois vous aimeriez reprendre certaines des études que vous l'avez lancées en disant non, non, là, il y a des gens qui sont en train de partir avec ce chiffre-là ou avec ce dossier-là, et c'est pas nécessairement ça qui était la conclusion réelle. Est-ce que vous avez l'impression parfois qu'on pervertit la fonction de vos recherches ou du titre même du directeur parlementaire? Vous avez une terrible balle courbe, vraiment, là, comme question. Mais c'est pas le but, hein? Le but, c'est de comprendre. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Reprendre, j'ai toujours eu la philosophie, dans mon cas, moi, je mettais des données sur la table au Parlement. Ce qu'ils en font, c'est ce qu'ils en font. Et je dis bien au Parlement. Et je vais faire un parallèle avec ce que vous m'avez posé comme question, à savoir, il y a des choses que, et j'ai pas eu à le vivre, là, parce que dans la réforme 2017, on a amendé pour que le DPB fasse le calcul des propositions des plateformes électorales pendant une élection. Ce n'est pas seulement superflu, c'est inapproprié. Pourquoi? Voilà, parce que ça met en péril, mais vous l'avez décrit, ça met en péril justement l'intégrité, la neutralité du DPB. Et Yves, M. Giroux, le DPB actuel, a fait un excellent travail dans ce domaine-là lors des dernières élections, mais il était très conscient parce qu'il utilisait toujours cette phrase « informer sans influencer ». Et le problème, c'est que la loi est mal écrite. Et je m'étais battu pour ne pas avoir cette partie-là de la loi. J'ai pas de problème qu'un DPB fasse, par exemple, un calcul, mais de rendre public pendant la campagne électorale. Vous avez parlé d'influenceurs. Bien, effectivement, le danger, ça ne s'est pas produit aux dernières élections, mais c'est ma crainte pour l'avenir, c'est que quelqu'un prenne ces documents-là, qui sont basés sur une analyse pertinente, bien documentée, etc., et qui commence à influencer l'électorat. Vous voyez, le problème, c'est éventuellement une élection, on dit « Ah, une analyse du DPB a fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. » En disant que le cadre financier d'un tel ou tel parti n'était pas réaliste, par exemple. C'est pas le DPB qui le dit, là. C'est les influenceurs qui vont récupérer ça. Oui, tout à fait. On n'est pas les États-Unis, la Russie, etc. encore, là, mais je veux dire, il y a des influenceurs qui peuvent manipuler cette information-là. Et ça, je trouve ça dommage. La loi a été faite d'une certaine façon où maintenant, cette situation de risque, le DPB se retrouve dans une situation de risque assez élevée. Et là, on a parlé donc de ces mandats qui viennent des élus, de la demande des élus, mais vous avez aussi le mandat d'initiative. Vous pouvez décider de traiter de n'importe quel dossier qui vous interpelle, là. Vous n'êtes pas lié à être parrainé par une demande d'un député, là. Non, tout à fait. On a une liberté totale sur une collection de projets qu'on pense être d'intérêt parlementaire. Je suis curieuse, comment ça se passe à l'interne? Comment on va chercher, comment on décide de prioriser un projet plutôt qu'un autre? Avec autorité, mais avec collégialité également, je veux dire... avec l'équipe. Avec l'équipe. Et il y a des jeunes qui ont... Je vais vous donner un exemple d'un projet que j'ai beaucoup aimé. Le cannabis. Oui. On avait des jeunes analystes qui trouvaient que le sujet était intéressant. Moi-même, je trouvais le sujet hyper intéressant. Pourquoi? Pour un économiste, là, le cannabis, c'est un marché qui n'existe pas, là, un marché légal, on s'entend. Là. Oui, c'est difficile à évaluer, quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y a pas de données, il n'y a pas de données, etc. Alors, on se dit, c'est intéressant, on ne sait pas quel va être le comportement du consommateur quand le gouvernement va s'immiscer dans la vente d'un produit qui a toujours été vendu au noir, qui est un marché extrêmement important. Alors, ça a été... Il y a eu des jeunes à l'intérieur du bureau qui ont dit, bien, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose comme ça. Et ça a été une des études que j'ai aimées le plus, justement parce que la méthodologie s'appuyait sur des données qui existait de façon du marché noir, un marché qui n'existait pas. Alors, analyser le comportement du consommateur sur les années à venir, le prix fixé par les gouvernements, parce qu'on savait que les gouvernements étaient pour fixer des prix, etc., avec des âges différents d'une province à l'autre. Alors, ça a été comme ça. Ça a été une décision comme ça. Le Pont Champlain, ça est venu un peu de moi et un peu de certaines discussions avec des députés, mais originellement,
le calcul là, du péage, le pont Champlain, a été une décision à l'interne, mais motivée par des députés qui trouvaient ça extrêmement intéressant. Donc, de tout horizon. Et là, on vient d'avoir des questions qui arrivent du public, puis c'est drôle parce qu'elles recoupent, entre autres, une des questions que j'avais pour vous, c'est, en fait, on veut savoir combien ça coûte un directeur parlementaire du budget, ou plutôt, c'est quoi la masse critique qu'on doit avoir pour être sûr de bien faire le travail? Parce qu'avoir une personne désignée qui n'a pas les outils pour faire le travail, on est mieux de pas avoir de personnes désignées. Donc, c'est quoi la structure idéale, si vous regardez vos abeilles, là, par exemple, ils vous disent quoi pour bien faire le travail de directeur parlementaire du budget? Je vais vous donner l'exemple. Au départ, à Ottawa, le bureau, des années 2008 à 2010, le budget a commencé à 1 million là, pour le départ du bureau. Lorsque je suis arrivé en 2013, le budget était 2,2 millions par année, avec 15 à 20 personnes à temps plein là, pour l'ensemble du bureau, incluant moi-même. Alors, évidemment, le mandat était différent. En 2017, lorsque le mandat a changé, parce que ça incluait évidemment les plateformes électorales, etc., puis que là, il avait rajouté un comité qui pouvait, lui, demander des analyses. On est monté à un budget de 6,5 millions par année avec une prime de 500 000 à toutes les élections. Donc, le budget, c'est 6,5 millions à 7 millions, dépendant que c'est une année électorale ou non électorale. On est rendu à une quarantaine d'analystes, ce qui est comparable à l'Australie, par exemple. Oui. L'Australie, qui est un pays qu'on souvent compare à nous, c'est à peu près la même chose comme tel. Donc... Pensez-vous que le ratio serait le même pour le Québec? Ça veut dire, est-ce que le budget serait le même ou, compte tenu que l'économie ou le budget des finances publiques est plus petit, on a besoin de moins de monde? L'Ontario a 20 personnes. 20 personnes. Un budget de un petit peu plus de 2 millions. Fait qu'il y a un petit ratio à faire ici, peut-être. Le ratio, je pense que ce que je ferais comme ratio, c'est je regarderais quel est le mandat et qui vous servez. À Ottawa, il y a 25 comités parlementaires qui opèrent 2 fois par semaine régulièrement. À Québec, c'est une dizaine, 10, 11 commissions parlementaires qui siègent moins souvent, etc. Il y a moins de députés. Fait qu'il faut relativiser, je pense, en termes de mandat et le budget qui est nécessaire. À Ottawa, il y a 105 sénateurs également. Oui, tout à fait. Qui ont tout à fait le droit et qui ne se gênent pas également de faire des demandes. Alors, 105 sénateurs, 338 députés, 25 comités parlementaires de la Chambre des communes, une quinzaine au Sénat. Faites le calcul, vous allez trouver votre chiffre pour le Québec. Intéressant. On nous demande aussi... On a beaucoup parlé de l'avantage pour les partis d'opposition, pour les députés. Pour les membres du gouvernement, pour le gouvernement, l'avantage d'avoir un directeur du budget, ce serait quoi? Une épine dans le pied. Non, mais c'est aussi peut-être une façon d'être validé, c'est ça, de contrôle. Tout à fait. Et il ne se gêne pas. Et j'aimerais dresser un parallèle parce qu'on a eu toute la journée, vous avez eu des experts, vraiment des gens extrêmement... La chaire ici, d'autres chaires, des gens qui représentent d'autres chaires d'études économiques, etc. C'est tous des gens qui peuvent fournir de l'information. La différence, puis on n'est pas en compétition avec ces gens-là, puis il faut qu'ils continuent à faire ce travail-là. La différence, c'est que le DPB est disponible pour tous les parlementaires sur une base quotidienne. Alors, tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est des analyses, des rapports que vous avez vus, etc. Mais il y a beaucoup de démarchage qui se fait avec des députés, des sénateurs pour expliquer, informer, justement, le cadre financier du gouvernement. Et ça, c'est pas dédaigné. Alors, c'est peut-être le parallèle là, que je fais et l'un et l'autre sont complémentaires. Les chaires, les universités, etc., sont complémentaires au travail. Alors, il y a des gens du gouvernement qui disent « Ouais, mais là, mon gouvernement, il fait ceci. Est-ce que c'est correct? » Ça n'aboutira pas nécessairement dans une analyse, mais il va y avoir eu au moins une députée qui sera mieux informée de son rôle comme tel. Et si on avait au Québec, donc, à créer ce rôle-là, puis on l'a vu, là, comme je le disais, c'est dans la réforme parlementaire, donc on peut croire qu'éventuellement, on va s'y rendre, bien que ça fait déjà un moment qu'on en parle. Ce serait quoi les erreurs à éviter? Vous avez parlé d'un mandat clair, vous avez parlé de donner les outils, l'indépendance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels il faut être très sensible?
dans la création de ce poste-là? J'en ai parlé un peu. Relever de quelqu'un de précis. C'est-à-dire, on ne peut pas relever du ministre des Finances. Mais du Parlement, oui. Mais du Parlement, oui. Alors, on ne peut pas relever de l'exécutif. Et je dirais que finalement, le modèle du Canada, il y a quand même là, maintenant pas mal de véhicules, il a été amélioré, etc. Ce n'est pas un vilain modèle, sauf pour peut-être les plateformes électorales. On apprend des autres. Oui, puis l'Ontario a copié du copier-coller sur le modèle canadien. Et en terminant, très rapidement, la prochaine étape, si on voulait implanter un directeur du budget au Québec, on fait quoi? On en ressent le besoin. Puis on s'assure d'avoir un cadre législatif clair. On en ressent le besoin, on met un cadre législatif, mais il faut que ça vienne des parlementaires. Il faut que ça vienne des parlementaires. Bien, on va se souvenir de ça. Puis on va regarder la suite des choses. Comme je le disais, c'est dans les cartons depuis un certain moment. On verra si ça se matérialise. Jean-Denis Fréchette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Alors moi, je vais enchaîner assez rapidement. On entame déjà la partie de la synthèse et je vais avoir... J'appelle ça du speed dating intellectuel. Alors, 6 points de vue différents pour nous parler de la relance et des finances publiques. Et ça va être fort intéressant, le point de vue des travailleurs, un point de vue sur les inéquités, sur les générations. Mais j'ai besoin d'un petit 10 secondes pour me déplacer. Alors, restez avec nous, bougez pas. Je me déplace, il va y avoir une petite musique, là, mais j'arrive vite, vite.